Je vous propose, il est 17h32, donc je vous propose de démarrer par souci de respect des gens qui sont à l'heure, et puis ça nous permettra de respecter le timing. Donc bonjour à tous et bienvenue. On est ravis de pouvoir vous présenter une partie de l'étude. On a démarré les présentations donc la semaine dernière avec une première séquence qui avait une vocation à vraiment présenter les choses de manière très générique, et avec ce choix de pouvoir aussi derrière réaliser une série d'entretiens. Et une série de webinars, pardon, excusez-moi. Est-ce que tu peux remonter, Igor, s'il te plaît? Une série de webinars qui puissent laisser plus de temps à la focalisation, que ce soit par rapport au segment de marché ou par rapport aux thématiques. Avant de laisser la parole à Clarisse pour dire quelques mots, je voulais d'abord remercier l'ensemble des fédérations de la mode et le défi pour la confiance qu'ils ont accordée à l'IFM et KA Partners pour mener à bien cette étude qu'on a démarrée au mois de janvier et puis qu'on a terminée il y a quelques jours. Confiance et challenge, et puis surtout ambition. Ambition de pouvoir créer pour le secteur un bien commun et s'interroger sur les changements de paradigme, mais au-delà des changements de paradigme, de la façon dont on pouvait apporter des clés d'analyse et des clés de lecture à l'ensemble des acteurs, quel que soit le segment de marché, quelle que soit la taille de l'entreprise, jeune entrepreneur ou champion national, dans une réflexion de rénovation, de transformation, avec un travail qui s'est articulé, je dirais, autour d'un certain nombre de points d'appui, des points d'appui qui sont d'une part un travail assez fin d'investigation, de réflexion avec un certain nombre de dirigeants, puisqu'on a interrogé une quarantaine de dirigeants représentatifs de l'ensemble des secteurs. Aussi bien jeunes acteurs que acteurs établis, brick and mortar ou DNVB, capables de couvrir tous les segments de marché. Et je dirais que pour le segment sur lequel on va se focaliser ce soir, à savoir les acteurs entrée de gamme et les acteurs du milieu de gamme, un grand merci aux contributeurs que sont Jérôme Driano, Laurent Milchior, Elisabeth Cunin, Nathalie Bala et Nadine Co, qui se sont prêtés à l'exercice et qui n'ont pas manqué d'ailleurs de pouvoir porter leur vision personnelle pour leur entreprise, mais plus globalement d'élargir la réflexion à l'ensemble des parties prenantes. Au-delà de ces entretiens qui nous ont permis de travailler des mises en perspective et des priorités stratégiques pour eux, on a voulu aussi adosser l'étude à un travail extrêmement fin pour rendre un petit peu robuste les réflexions et vous donner aussi des éléments d'analyse, que ce soit de métriques opérationnelles, mais aussi de métriques financières, ce qui nous a amené à travailler aussi un certain nombre de données financières, soit publiées à travers les données financières publiques, mais également un travail assez fin de recherche presse pour pouvoir avoir des dynamiques. Donc, on ne s'est pas privé, je dirais, de reprendre un certain nombre d'interviews et de prises de parole d'un certain nombre d'acteurs à 5 ans, à 10 ans, voire même à 15 ans, pour pouvoir travailler justement ces dynamiques. Et puis, évidemment, l'enrichissement qu'on a pu apporter, équipe KEA, équipe IFM, c'est évidemment le travail ad hoc qu'on mène au quotidien à travers nos recherches et nos publications. Le point d'entrée de cette étude, comme je l'évoquais, c'était se poser la question, s'interpeller sur les nouveaux modèles avec un certain nombre d'objectifs assez établis, assez clairs de la part du défi et des filières. Clarisse, je te laisse peut-être les expliciter. Alors, bonjour, merci Céline. Alors tout d'abord, je voulais vraiment saluer ce travail incroyable qui a été fait. C'est certainement l'étude la plus riche qui ait jamais été faite pour analyser, pour décrypter, pour les leviers de succès des entreprises de mode. Cette étude donc défi, mais qui a été vraiment voulue par les fédérations professionnelles, qui a consisté à un travail extrêmement intense des fédérations, du défi bien sûr, et nous avons été très heureux de pouvoir travailler avec un formidable tandem KEA Partners et IFM, et je les salue tous.
nous avions voulu effectivement quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire dire des choses sur lesquelles les chefs d'entreprise puissent véritablement s'appuyer, tirer des enseignements, tirer des réflexions pour agir. Et effectivement, c'est un peu l'ADN et la raison d'être, quelque part, du défi. Comme vous l'avez remarqué, comme l'a dit Céline, vous avez commencé à travailler en janvier. Donc nous avions lancé des réflexions sur un tel type d'études auparavant, donc auparavant du Covid, avant même qu'on sache que le Covid pouvait exister. Et ce qu'on constate, c'est que rien n'a été changé par la crise du Covid, si ce n'est une formidable accélération. Je veux dire, 3 mois équivalent à 3 ans. Donc vous allez trouver dans cette étude 5 grandes thématiques qu'on retrouve et qui sont véritablement 5 thèmes à explorer pour chacune des entreprises. On va en parler: l'agilité, la refonte du modèle marchandise, c'est-à-dire le cycle, la chaîne de valeur ajoutée, l'approche par la valeur client, la RSE qui devient un thème dominant dans la mode, et également l'esprit d'innovation. Mais en transverse, vous avez des prérequis, je veux dire, que l'on trouve finalement chez toutes les entreprises. Il faut y prêter une très grande attention. C'est l'excellence opérationnelle, c'est quelque chose, je veux dire, une entreprise qui doit dépasser son produit, c'est la data, c'est le brand content. Et donc, véritablement, ce qu'on a voulu ici, c'est de vous donner ces clés pour agir et ces enseignements. Donc, aujourd'hui, nous attaquons la plus grosse fraction du marché, hein, les marques et les enseignes entrée de gamme et moyenne gamme. Et donc, je conseillerais aux lecteurs de lire intégralement la première partie et après, en deuxième partie, de se focaliser sur son segment et son degré de maturité pour effectivement que cette étude soit utile le plus possible. Et je pense vous faire plaisir à Céline, à Franck et à toutes les équipes. Nous avons eu sur le défi déjà plus de 480 téléchargements de l'étude, plus toutes les études qui ont été téléchargées via les sites des fédérations. Exactement. Donc, pour rappel, donc l'étude, elle est téléchargeable donc, sur les sites du défi et puis de l'ensemble des fédérations. J'ai vu que Pierre-François avait redonné le lien. Donc, l'étude, concrètement, elle est divisée en 2 parties. Une première partie donc, qui vise à investiguer les 5 thèmes explorés qu'on avait établis avec l'équipe projet, incluant les fédérations et le défi, qu'on a investigué de manière qualitative et quantitative via notamment les entretiens. Et puis, une deuxième partie qui est consacrée aux caractérisations des modèles économiques. Pour information en termes de méthode, également, dans le souci d'opérationnaliser, sachez que dans l'étude, on a mis un certain nombre de codes et de pictogrammes. Vous avez des encarts qui sont dédiés vraiment sur les points clés à retenir. Donc, si vous voulez une lecture extrêmement rapide, vous pouvez traverser ces points-là. On a volontairement, à titre d'illustration, identifié quelques pépites qui nous semblaient extrêmement intéressantes comme source d'inspiration sur un sujet ou un angle. Donc, ce ne sont pas des pépites qui ont vocation à illustrer l'ensemble des champs, mais en tout cas sur certains sujets précis, c'est intéressant à regarder. Des fiches pratiques, et le but étant de pouvoir avoir des grilles opérationnelles, des outils de scoring, des outils d'évaluation de maturité pour certains sujets qui vous semblent prioritaires pour vos entreprises. Et puis, l'idée d'avoir aussi des approches type premier pas, puisqu'on croit beaucoup à cette logique du premier pas. Je pense qu'on est tous sous contrainte de temps, sous contrainte de moyens humains et financiers. Et il y a cette idée de dire, on a ce besoin quand même d'avancer et donc de donner, notamment pour des jeunes marques ou des entrepreneurs, une capacité à pouvoir aussi enclencher, quels que soient les moyens et les configurations. Voilà. En termes de méthode, ce qu'on va faire également… Et aussi les premiers pas, pardon, c'est aussi pour les entreprises qui existent déjà et qui sont, par exemple, sur la RSE, qui n'auraient pas vraiment commencé, être capable de commencer même sur un domaine que vous ne connaissez pas. C'est vraiment l'idée. Exactement. Par rapport à la séquence là qui démarre, je vous invite donc à éteindre vos micros. N'hésitez pas
à poser vos questions sur le fil. On les suit au fil de l'eau et on s'est mis en situation de pouvoir vous partager cette présentation dans un timing de maximum 1 heure pour pouvoir laisser à ceux qui le souhaitent l'occasion aussi de pouvoir, pour le coup, ouvrir les micros et pouvoir échanger de manière tout à fait libre et collective jusqu'à 19 h. Je rebondis sur le point qu'évoquait Clarisse au départ. Si on doit se donner, je dirais, juste une synthèse en démarrage, en se disant en un clin d'œil, au fond, quels sont les enseignements de l'étude par rapport à ces nouveaux modèles économiques. Nous, on a été extrêmement marqués par la convergence des points de vue, malgré, je dirais, malgré la richesse et l'hétérogénéité aussi des marques qu'on a pu solliciter. Et ce qui ressort de manière extrêmement forte, c'est au fond ce besoin de réexprimer et resécuriser un certain nombre de prérequis qui sont considérés par l'ensemble des marques, des enseignes, comme des fondamentaux incontournables sur lesquels aujourd'hui elles ont besoin en tout cas de se reposer, de se re-questionner ou de se sécuriser. Premier point, sans surprise, c'est la question de la singularité de la proposition de valeur associée à la question de le fait d'être clair sur la cible client. Alors, singularité de la proposition de valeur, ça c'est un point qui nous a interpellés parce qu'il est profondément exprimé, quelle que soit l'enseigne, y compris les marques et les enseignes qui sont par nature dans vos segments, mis des masses, et avec cet enjeu de dire au fond, il faut que je parle au plus grand nombre, il faut que je joue à plein l'accessibilité, et en même temps, au fond, dans ma vocation d'être généraliste, j'ai quand même besoin d'avoir des combats, je reprends des verbatims qu'on a pu entendre, d'avoir des combats, d'avoir des axes saillants, d'avoir des propositions de valeur qui me différencient. Donc ça, c'est un point qui est ressorti de manière tout à fait systématique. Le deuxième point clé en termes de prérequis, je vais très vite, c'est évidemment la RSE, sur lequel on a passé beaucoup de temps en termes d'investigation, en se disant aujourd'hui, le futur, la résilience de nos marques, ne peut faire l'économie d'une activation de cette stratégie. Et vous verrez dans le résultat, on a aujourd'hui 100% des dirigeants qui ont été interrogés qui considèrent que ce sujet est aujourd'hui non seulement amorcé, mais aussi amorcé avec des premières actions significatives. Et un point important, c'est que la crise est un passage critique qui n'a absolument pas inhibé, obéré les démarches qui ont été enclenchées. Le troisième prérequis identifié, c'est la capacité à avoir un seuil minimum d'activité internationale et digitale. Je laisserai Igor le détailler. Ça nous a vraiment marqué dans la caractérisation des modèles gagnants. On a vraiment ce point critique en termes de part de marché internationale et poids du digital qui fait vraiment la différence et qui l'a fait en particulier dans la résilience des acteurs dans le cadre de la crise. Le dernier point qui a été beaucoup appuyé, je reviendrai là-dessus parce que c'est également une caractéristique transverse, c'est la question de la solidité du modèle opérationnel. Dans les verbatims les plus marquants, c'est cette notion de cohérence, d'excellence du modèle opérationnel, avec un point souligné par beaucoup de dirigeants, c'est la nécessité de retravailler des cockpits stratégiques, des indicateurs qui permettent à tous les niveaux de mieux maîtriser, de mieux sécuriser la capacité d'exécution. Sur les 5 thèmes, je n'y reviens pas, on va en aborder une partie ce soir. 5 thèmes que sont évidemment la partie culture, la refonte du modèle marchandise, l'approche par la valeur client, la RSE et l'innovation, qui sont les thèmes sur lesquels on a fait le choix de vraiment marquer l'investigation et qui ont été confirmés par cette enquête de manière très forte. Et vous le verrez, avec des niveaux de maturité, pour le coup, relativement hétérogènes. Sur les caractéristiques transverses des modèles gagnants, il y a quand même un point très important. Enfin, pour moi, il y a 3 messages. Les 3 messages, c'est les modèles gagnants, une fois de plus, quelle que soit la taille, quel que soit le segment de marché, ce sont des modèles qui sont résolument hybridés. C'est un vrai sujet quand on est dans vos segments, puisqu'on voit que
je dirais, les référents historiques, les référents nationaux ou internationaux d'ailleurs, sont en cours d'hybridation. Mais c'est vrai que cet enjeu de se dire on a des points d'ancrage multiples, marché, canaux de distribution, et on va le plus loin possible en termes d'hybridation et de fragmentation, est une des caractéristiques majeures qui émergent. Et une fois de plus, de manière totalement transversale, mais je dirais encore plus fortement sur les segments de marché que vous incarnez. Deuxième caractéristique majeure et convergente qui émerge de l'étude, c'est cette capacité à avoir des modèles gagnants qui raccourcissent l'espace-temps et l'espace. Le temps et l'espace, pardon. Et en sous-jacent de ça, nous, on a été marqués par la capacité à revisiter un certain nombre de paramètres opérationnels. Et si je vous en cite quelques-uns, c'est des paramètres de type time to market, équilibre proche import, grand import, flexibilisation des achats, temps d'ouverture, capacité à mettre en place des POC d'hybridation sur l'omnicanalité, pilote du store to web ou de la logistique par magasin, etc., etc. Donc, on a vraiment cette caractéristique très forte, et on a vu également pendant la crise qu'on a pas mal de marques, voire même de petites maisons qui ont démontré leur résilience et ont démontré leur capacité à rebondir en ayant cette capacité à switcher très rapidement, par exemple, d'approches wholesale très traditionnelles à des approches pure digitales en un espace-temps extrêmement court. Le troisième point, et je suis désolée, je suis redondante, mais je me fais fort d'être vraiment très transparente par rapport à ce qui est ressorti des échanges et des enseignements. Troisième élément caractérisant les modèles gagnants et une fois de plus convergents, c'est cette question de l'excellence dans la qualité de l'exécution qui est ressortie comme un point extrêmement fort et très connecté au comment incluant des modes d'action, des cultures de management et des modes de leadership qui, en tout cas, poussent à la réflexion en termes de façon de désiloter, enlever des modes opératoires aujourd'hui qui restent encore très top-down et développer d'une certaine manière une capacité d'initiative, de prise de risque, de test and learn et d'autonomie. Le dernier élément, et après je vais laisser évidemment la parole à Igor pour rentrer dans les enseignements sur les modèles gagnants de vos segments. Point important, c'est qu'on a évidemment travaillé, initié l'étude avant la crise. Et pendant la crise, on a fait le choix avec l'ensemble de l'équipe de pouvoir aussi se réinterpeller. Comme le disait Clarisse, en fait, on a plutôt eu le sentiment que les thèmes abordés et les enjeux identifiés étaient plutôt des enjeux amplifiés par la crise. On a eu le souhait de pouvoir réinterpeller un certain nombre d'acteurs sur des questions de résilience pour réussir le post-Covid. Et les points majeurs, et je l'ai fait par écart volontairement par rapport aux différents enseignements que j'ai pu vous partager jusqu'à présent, il y a quand même 3 points clés qui ressortent de manière très très forte. C'est facteur de résilience, c'est gestion du cash, avec comme corollaire évidemment la capacité à pouvoir piloter les bidas et pouvoir bénéficier de structures capitalistiques solides avec un horizon long terme, mais également des sources de financement. Mais ce qui est ressorti véritablement, c'est cette notion de cette refocalisation, mais je suis désolée de le dire, mais c'est quand même comme ça que ça a été exprimé sur le cash versus les bidas. Le deuxième élément évident, et je pense que vous l'avez tous en tête, c'est cette notion de frugalité. On parle beaucoup de frugalité marketing, mais j'ai envie de dire que ce qui ressort, c'est quand même l'idée d'être capable à un moment d'aller beaucoup plus loin que ce sentiment de frugalité ou de contention et d'être capable, dans les facteurs de résilience, de travailler aussi une forme de variabilisation du modèle. On est aujourd'hui, pour un certain nombre de marques, sur des modèles très coûts fixes, avec des coûts d'exploitation, des coûts de masse salariale qui ont évolué, mais sur lesquels on a peu de marge de manœuvre. Et il y a cet enjeu de se dire, au fond, on doit un peu bouger les lignes, chausser une nouvelle paire de lunettes. Et en tant que dirigeant, en tant qu'équipe dirigeante au sens large du terme, se re-questionner sur notre façon de mieux variabiliser nos coûts. Ce qui passe et ce qui repasse par des questions de make or buy.
Et puis, le dernier volet de facteur de résilience, en complément, c'est évidemment la question de la culture d'entreprise et cette notion de personnalité du dirigeant, mais aussi capacité à insuffler des nouveaux modes d'action. Voilà en synthèse l'ensemble de ces éléments. Pour information, ils sont détaillés page 13 dans l'étude. Vous aurez l'exhaustivité de ces points que vous pourrez retrouver. Ok, donc deuxième partie d'étude, c'était sur la caractérisation des modèles gagnants sur l'ensemble des segments. Donc les différents segments qu'on a étudiés, donc il y a les marques des créations, le segment premium et luxe abordable, le segment milieu de gamme qui nous occupe aujourd'hui avec le segment entrée de gamme. Dans les critères retenus pour toutes les analyses, notamment financières et opérationnelles, on a retenu une taille critique supérieure à 2 millions d'euros, une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires positive et un EBITDA positif. Donc de ces trois critères, finalement, on en déduit des modèles gagnants, et c'est ces modèles gagnants qu'on va essayer de caractériser. Voilà, à chaque fois, sur chaque segment, on a essayé de définir les caractéristiques du segment. Donc c'est à la fois les caractéristiques communes du segment et les éléments de différenciation au sein de ce segment-là. On a pris des chiffres clés, donc ça, on va y revenir tout à l'heure, mais l'idée c'est de reprendre des comptes de résultats des modèles gagnants en ayant à chaque fois une fourchette haute et une fourchette basse sur un ensemble de critères. Et puis, un dernier élément qui était intéressant, c'était d'observer la dynamique de croissance en essayant de regarder combien d'années pour atteindre tel palier de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des éléments qu'on a travaillé pour l'ensemble des segments. Ce que je vous propose, c'est de rentrer directement sur le cœur du sujet, donc d'aborder le segment milieu de gamme. On abordera le segment entrée de gamme par la suite. En termes de définition, elle est relativement simple, hein, c'est-à-dire qu'on a pris un prix moyen entre 30 et 100 euros. Je dirais que le produit pivot, c'était la robe. La promesse client, c'est des prix abordables, de la mode et de l'accessibilité. Et puis, c'est un modèle qui est historiquement construit sur un canal retail, et je dirais de la proximité magasin, avec une capacité à aller jusque dans des zones de chalandise de 40 000 habitants. C'est un segment, on le sait, c'est au sein d'un marché de la mode qui est sous pression depuis 2008, hein, avec une perte de 15% de sa valeur. C'est le segment qui a le plus souffert, avec une baisse moyenne de leurs ventes de moins 5% par an depuis 10 ans. Pourquoi? Parce qu'une érosion du trafic, on va y revenir, et puis une pression concurrentielle, et une certaine fragmentation de ce marché, avec une multiplication du type d'acteurs. Quand on regarde justement quels sont les acteurs de ce segment, on voit que c'est un marché hyper concurrentiel, avec des blockbusters internationaux, Zara, H&M, Uniqlo, des internationaux hybridés comme Levi's, les grandes DNVB US, Nastigal, les géants mondiaux du sportswear, Puma, Nike, Adidas, des acteurs qui sont plus niches sur un segment très précis du marché, comme Paz Hanson avec les costumes par exemple, des DNVB du type la boutique officielle ou Octobre, des plateformes en ligne type Zalando, La Redoute et Asos, et des distributeurs du sportswear type Intersport. Quand on regarde les acteurs qui ont su prendre des parts de marché, on retrouve les blockbusters internationaux, hein, avec une certaine excellence dans le modèle opérationnel et une capacité à tirer des synergies d'un modèle de masse. Deuxième type d'acteurs qui ont réussi à prendre des parts de marché, c'est les DNVB au sens large, qu'elles soient françaises ou internationales, parce qu'il y a une certaine rencontre avec les attentes des clients et puis une capacité à être fortement orienté client, justement. Et puis enfin, donc, troisième typologie d'acteurs qui ont su prendre des parts de marché, c'est les marques et les distributeurs de sport et de sportswear, tirés par une mode sportswear avec des sneakers en figure de proue. Voilà, les marques internationales, certaines en tout cas, ont réussi à tenir leur position. C'est vrai que l'exemple de Levi's c'est intéressant parce que c'est une marque qui a su s'hybrider avec justesse au fil du temps et renouveler une clientèle historique. Et puis par contre, on voit des acteurs traditionnels très ancrés dans le retail qui sont en perte de part de marché. Alors certes, le modèle était historiquement gagnant, basé sur ce modèle retail de proximité, et on voit, et c'est ce qu'on va essayer de travailler par la suite, une nécessaire réinvention
de ce modèle avec des transformations opérées autour de la RSE, autour de la refonte du modèle marchandise, autour du digital. Voilà, donc 4 profils de modèles gagnants émergent quand on regarde les chiffres dans ce segment milieu de gamme. Il y a 3 typologies d'acteurs avec un modèle principalement basé sur le retail. Donc des acteurs du milieu de gamme avec un chiffre d'affaires entre 50 et 100 millions d'euros. Donc on va faire un zoom derrière. Des acteurs du milieu de gamme avec un chiffre d'affaires entre 100 et 500 millions d'euros. Et puis enfin ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros. Et je dirais que la 4e typologie d'acteurs, c'est une typologie d'acteurs avec un modèle principalement basé sur le digital. Et ce qu'on a pu observer, donc c'est tous ces acteurs avec un chiffre d'affaires souvent inférieur à 50 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des profils d'EBITDA qui sont assez différents. On voit une érosion, mais je dirais une érosion logique de l'EBITDA rapporté au CA, dès lors que les acteurs dépassent 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une croissance à périmètre comparable qui est plus faible, entre 4 et 5% pour les modèles gagnants de plus de 100 millions d'euros. Donc croissance en like-for-like plus faible, donc ça veut dire des frais d'exploitation qui pèsent de plus en plus sur les comptes d'exploitation, et puis des frais de structure et marketing qui ont augmenté ces dernières années. On reprend notamment dans l'étude, vous verrez dans le détail, les progressions justement et les évolutions d'un certain nombre de postes de coûts. Alors, au-delà de la masse salariale siège, au-delà de des frais de siège au sens global du terme, on a fait un zoom notamment sur l'évolution des dépenses marketing et notamment des dépenses dédiées au marketing digital. Il y a aujourd'hui typiquement un enjeu très très fort, et on le reprendra sur la notion sur la partie pilotage par la valeur client, à re-questionner la façon dont on pilote ces investissements et les ROI associés à ces investissements. Ça, c'est un levier relativement énorme autour de ces sujets. Si on regarde la dynamique des acteurs, donc les modèles gagnants du milieu de gamme de plus de 50 millions d'euros, donc c'est vrai qu'on a commencé les analyses à partir de 50 millions d'euros, connaissent une croissance relativement lente de leur chiffre d'affaires comparativement aux autres segments qu'on a étudiés. Je pense au luxe abordable par exemple. Parce que le palier de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, il est atteint une dizaine d'années après avoir passé le cap des 50 millions d'euros. Pour le luxe abordable, donc c'était plutôt de l'ordre de 6 ans. Et puis le palier de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, il est atteint 10 à 15 ans après avoir passé le cap de 100 millions d'euros, alors que pour le luxe abordable, c'était entre 8 à 10 ans. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de cette analyse, c'est que la croissance, elle est plus lente en tout cas pour atteindre un palier de chiffre d'affaires versus un autre segment comme le luxe abordable. Si on rentre et qu'on zoome sur les acteurs traditionnels, donc ce qu'on entend par acteurs traditionnels, c'est des acteurs qui sont avec un chiffre d'affaires retail, vous le voyez, entre 70 et 90%. Et on va s'intéresser finalement aux acteurs qui ont un chiffre d'affaires entre 50 et 100 millions d'euros. Donc quand on regarde les chiffres, finalement on voit la prédominance du canal retail. On voit que l'international, donc le chiffre d'affaires international, est relativement modéré, donc entre 5 et 20% du chiffre d'affaires. Et on voit que finalement, pour générer un EBITDA dans les modèles gagnants entre 10 et 20% du chiffre d'affaires, il y a une nécessité de tenir des coûts d'exploitation de manière assez ferme, que ce soit la masse salariale, qu'on voit entre 10 et 15%, ou les loyers, 10 à 15% également. Les enjeux clés pour ce qu'on a pu identifier comme enjeux clés pour ces acteurs entre 50 et 100 millions d'euros, et notamment en fait quels enjeux pour passer au palier suivant, donc le palier supérieur à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est de maintenir une promesse d'accessibilité, notamment une accessibilité, que ce soit physique ou une accessibilité prix, tout en développant plus de singularité. Donc il y a les leviers, c'est une clarification, une radicalisation d'un positionnement style, ou une radicalisation d'une cible client. On voit certains modèles gagnants qui ont su valoriser l'histoire de la marque. Il y a une amplification des produits iconiques ou le développement de marques sœurs. Et c'est vrai qu'on peut dans ces cas-là penser à COS, Another Stories pour le groupe H&M ou Undies pour le groupe Etam, qui sont autant de moyens d'obtenir une certaine radicalité tout en restant accessible. Le deuxième enjeu pour passer au palier de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est financer, je dirais, il y a un enjeu de financement de la croissance. Et pour financer la croissance, il y a une dépendance assez forte au chiffre d'affaires généré par le réseau,
Donc, c'est comment est-ce que mon réseau est suffisamment rentable pour financer mes investissements. Donc, quand on parle d'investissement, il y a bien évidemment les investissements marketing et digitaux, il y a les programmes de relations et de personnalisation client, et puis les programmes d'innovation. Innovation, je dirais au sens large, que ce soit innovation pour le client ou innovation produit. Et c'est vrai qu'au regard de son poids dans le mix canal, le réseau doit être le principal contributeur de la génération de cash flow pour permettre de financer ces investissements. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un réseau qui est suffisamment rentable pour permettre de passer à la vitesse suivante en tout cas. Ouais, je pense, il y a un point quand même par rapport à ces quelques éléments-là chiffrés et métriques qu'on partage. C'est vrai que acteurs traditionnels dans ce segment-là de marché, c'est vrai que Igor insiste beaucoup sur la notion de radicalité du concept. C'est vrai qu'il y a quand même un point commun qui est le fait d'avoir un anglage assez fort et être extrêmement libéré d'ailleurs dans le choix des business models et des modèles commerciaux. Vous voyez dans les chiffres sur lesquels qu'on a essayé de modéliser, au fond, quand on regarde ces online en max 25%, ça devient presque un mine en fait. Je pense que dans les éléments un peu d'évolution très forts, il y a quand même cette idée d'aller le plus loin possible, y compris sur ce segment-là de marché, dans l'hybridation des modèles. Et je vais même plus loin, c'est que quand on dit hybridation des modèles, c'est aussi même presque dépasser l'approche omnicanal, e-commerce, plateforme, wholesale, etc. Et aller jusqu'à une forme de réinvention aussi de nouveaux modèles, jusqu'à du door-to-door aujourd'hui qui se revisite comme voie aussi un peu rupturiste et innovante. Voilà. Le palier suivant. Le palier suivant, donc c'est tous les acteurs du mid-market avec un chiffre d'affaires entre 100 et 500 millions d'euros. Donc si on le fait, je dirais par écart, vous voyez un like-for-like qui est donc une croissance à périmètre comparable qui est plus faible. Vous voyez également donc forcément un nombre de points de vente qui est plus élevé et un CAGR également plus faible. Les frais de siège, pour le coup, sont plus importants et on va y revenir juste après. Et puis, par contre, un ratio EBITDA sur CA qui décroît par rapport aux acteurs du palier précédent. Encore une fois, il faut distinguer du pourcentage de la masse, parce que forcément, c'est en termes de masse d'EBITDA, la masse est supérieure. L'impact d'une croissance de chiffre d'affaires à périmètre comparable moindre, ça, forcément, c'est ce qu'on disait un petit peu avant, c'est du coup des frais d'exploitation qui pèsent davantage sur les comptes de résultats, masse salariale et loyer, et des enjeux de transformation qui nécessitent des investissements importants, digital, RSE, puis refonte du modèle marchandise. Donc au final, il y a une érosion de l'EBITDA qu'on voit entre 5 et 9%, alors que ces acteurs entre 100 et 500 millions d'euros avaient des EBITDA historiques qui étaient plutôt à deux chiffres. Je réponds à la question de Germain Bouchara. Donc, les deux colonnes, c'est, comme l'évoquait Igor, c'est min et max. Avec cette idée de… en fait, je pense qu'on avait ce souci aussi de surtout pas être enfermant et du coup de vous apporter des jauges. Donc, c'est min, colonne max. Voilà. C'est des modèles gagnants identifiés. C'est-à-dire que si on reprend les modèles gagnants qui étaient de dire chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros, EBITDA positif et CAGR, donc croissance de chiffre d'affaires ces dernières années. Donc, si je réponds à ces trois critères, je suis considéré, en tout cas dans cette étude, comme un modèle gagnant. Et quand on regarde les modèles gagnants du mid-market entre 100 et 500 millions d'euros, on trouve ces ordres de grandeur-là. Donc, ça veut dire que si je prends la masse salariale réseau, on a des modèles gagnants qui ont une masse salariale réseau qui pèse 10% sur leur CA. Et on a également des modèles gagnants qui restent gagnants à 15% de masse salariale réseau sur CA. Je rebondis sur si je remets en perspective par rapport au message clé introductif de l'étude, Igor a insisté sur l'enjeu de rechercher de nouveaux relais de croissance, mais aussi l'enjeu de refonder l'activité. En fait, le point intéressant, c'est quand même de se dire, et ça c'est un enseignement aussi clé de l'étude, c'est au-delà du fait qu'on n'est pas monolithique et qu'on ait évidemment toute une série de possibilités en termes de modèles gagnants dans la filière, c'est aussi de se dire sur ce segment de marché et sur cette taille d'acteurs, il n'y a pas de fatalité non plus et on voit aussi cette capacité à se revisiter, se transformer. Une fois de plus, ce qui nous interpelle, c'est que la résilience, la performance de ce type des acteurs dans cette caractéristique-là, donc mid-market entre 100 et 500, c'est une fois de plus, c'est
plus que jamais une maturité internationale et digitale extrêmement forte. Donc, ça sous-entend quand même très concrètement un travail qui a été fait depuis quasiment une décennie autour de ces sujets-là. Et puis surtout, un travail soit en cours, soit installé d'une refondation assez forte du modèle marchandise. On reviendra dans les détails sur cette thématique-là avec Franck. Mais ce qu'on ne peut pas voir à travers ces quelques ratios économiques, c'est tout l'enjeu de la refondation de l'équation entre marge brute, marge nette et optimisation de la décote, qui est absolument fondamentale pour arriver à ces niveaux d'EBITDA. Donc les enjeux pour ces marques-là, donc c'est la recherche de nouveaux relais de croissance, et forcément, on pense tout de suite au digital et à l'international. Là aussi, ça donne des cibles, c'est-à-dire que des modèles gagnants arrivent à atteindre jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires réalisé à l'international. Et puis, le deuxième enjeu, donc, c'est la structuration de l'activité. Et c'est pour ça aussi qu'on voit donc, un poids des frais de siège qui est plus important sur ce segment-là, entre 100 et 500 millions d'euros, parce qu'il y a une nécessité finalement de recruter de nouveaux talents et d'accompagner les transformations en cours, que ce soit des data scientists pour développer de la valeur client, et Franck va y revenir derrière, que ce soit des experts RSE pour accompagner la transformation RSE en cours. Donc forcément, en fait, c'est des talents à recruter et à intégrer dans l'entreprise. Puis un enjeu aussi d'investissement sur les nouveaux projets et sur les nouvelles innovations pour mettre en œuvre les priorités stratégiques qui peuvent être l'omnicanalité, la RFID, le FIP Store. Voilà, donc tout ça explique, je dirais, une certaine érosion de l'EBITDA quand on le rapporte au chiffre d'affaires. Si on regarde les acteurs, toujours pareil, acteurs traditionnels, donc les acteurs qui sont en très grosse majorité retail, avec un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros, qu'est-ce qu'on regarde? Donc on voit qu'il y a un CA online. Quand on parle de CA online, on parle uniquement de sites e-shop propres qui augmentent entre 10% et 35%. On voit un CAGR qui baisse. Donc on voit bien en fait une diminution, je dirais, de la croissance du chiffre d'affaires, un nombre de points de vente forcément qui est plus important, par contre un certain écrasement des frais marketing et digital pour tenir des ratios d'EBITDA qui sont stricto sensu les mêmes que le palier précédent. Encore une fois, en pourcentage, mais pas en masse. C'est vrai que ces acteurs-là, donc c'est un modèle qui est fondé sur une demande forte, en fait, une demande client forte, du coup un trafic, je dirais, spontané, et un modèle push de marchandises. Donc c'est des modèles qui ont un maillage intensif du territoire pour pénétrer je dirais, les zones de chalandise supérieures à 40 millions d'habitants. C'est un modèle qui est basé sur une massification des achats pour optimiser la marge brute avec des taux d'engagement élevés et surtout du sourcing grand apport, ce qui entraîne une réactivité plus faible. Et en fait, on voit que l'intensité concurrentielle, et c'était le panorama des acteurs qu'on vous a montré précédemment, a engendré pour ces acteurs-là une baisse de trafic, plus d'intensité promotionnelle, donc un impact sur la marge nette, une augmentation des coûts alloués à l'acquisition de nouveaux clients, et notamment, en fait, on parle de marketing digital. Et au final, c'est un modèle qui est mis à mal avec une érosion progressive de l'EBITDA. Et c'est vrai que ces dernières semaines, on a vu des difficultés économiques rencontrées par une partie des acteurs traditionnels en France de cette taille de chiffre d'affaires. Donc les enjeux, c'est, comme on le voit, c'est avant tout la sécurisation de l'EBITDA, et puis c'est refondre le modèle pour maintenir les positions. Donc il y a un enjeu de transformation du modèle actuel, que ce soit une refonte du modèle marchandise, on va y revenir après, mais refonte du calendrier de l'offre, flexibilisation des achats, diminution du poids de la démarque, et puis une refonte du modèle de vente, avec un enjeu de rationalisation du parc. Et c'est vrai que l'annonce d'Inditex, avec une fermeture de 1200 points de vente sur 7400 points de vente dans le monde, est significatif. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le renforcement de l'engagement client vis-à-vis de la marque. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi la phase de confinement a montré que certains acteurs en ont profité pour animer les communautés de manière plus forte. C'est répondre, pour engager les clients, c'est répondre aux attentes sur le plan de la RSE. Et puis, c'est engager les clients avec des innovations produits plus différenciantes et une relation plus individualisée. Et c'est vrai qu'on peut prendre comme exemple le groupe ID Kids, donc c'est 950 millions d'euros de chiffre d'affaires,
qui dernièrement a tâché de refondre son modèle avec des concepts multi-enseignes, une accélération du e-commerce, et c'est vrai qu'on voit que le chiffre d'affaires d'Oxybul e-commerce arrive jusqu'à 50%. C'est la mise en place de ID Troc pour la vente d'occasion. Voilà. Sur les DNVB, donc ici on va parler uniquement des DNVB qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Donc c'est clairement un nouveau modèle gagnant. Donc c'est un développement d'un concept digital qui est agile, novateur et rentable pour les modèles gagnants. Donc on voit que la rentabilité, les bidas sur CA, elle est entre 7 et 20%, donc elle est plus forte que les modèles qu'on a vus précédemment. Quel facteur clé de succès de réussite? C'est la captation de marché peu ou pas couvert. On pense à Mi83 et son jean Made in France, le slip français sur une certaine catégorie de produits. Donc, je pense que ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'il y a une proposition de valeur singulière avec un produit bien cerné et une cible client très claire. C'est une réponse aux nouvelles attentes des consommateurs sur la consommation responsable, avec un nombre important de ces DNVB qui surfent sur le consommer moins mais mieux. Et puis, c'est un rapport qualité-prix qui reste abordable et des modes de fonctionnement qui sont marqués par une certaine agilité. 3 enjeux pour ces DNVB, donc c'est pour passer au palier supérieur et dépasser ces 50 millions d'euros. C'est affirmer sa singularité sur le marché, donc, continuer à clarifier la singularité du positionnement sur le marché, créer de la proximité avec des approches communautaires puissantes et largement animées, et puis continuer à être réactif devant l'émergence de nouvelles tendances. Et puis la difficulté, c'est l'agilité qui était clé entre 0 et 50 millions, continuer à la conserver pour passer ce cap des 50 millions. Le deuxième enjeu, c'est la maîtrise des coûts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les DNVB du luxe abordable, souvent, elles ont tendance à se retailiser. Donc, forcément, Cézanne. Et quand on observe en fait les DNVB du mid-market, on ne voit pas cette même tendance. Et donc, il y a moins ce besoin de se créer son écrin physique pour valoriser son offre. Donc, c'est continuer à maîtriser ses coûts, des coûts qui sont principalement digitaux, en gardant une organisation lean, une approche marketing qui reste frugale. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est certes des DNVB, mais les modèles gagnants qu'on a identifiés ont une approche marketing frugale sur les coûts d'acquisition. Donc, ça veut dire des approches un peu malines en jouant sur des réseaux sociaux comme Instagram. Et puis enfin, le dernier enjeu pour atteindre cette masse critique, c'est de financer le développement. Et le risque qu'on a pu identifier, c'est d'inflater justement ces coûts marketing significativement et du coup de diluer les bidas. Et pour éviter ça, les pistes à étudier, donc c'est des partenariats avec des marques blockbusters qui permettent de gagner en notoriété. Mais les partenariats, on peut aussi les imaginer avec des distributeurs retail ou voire même des acteurs plus externes à l'écosystème proche. Peut-être un exemple qui nous semblait intéressant sur le segment milieu de gamme, c'est l'exemple de Reserved. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un acteur qui est relativement peu présent en Europe de l'Ouest actuellement, même si on voit que c'est un de ses enjeux. Donc c'est une marque qui a été créée en 1999 par un groupe polonais qui s'appelle LPP. Aujourd'hui, c'est quand même 1700 boutiques dans toute l'Europe et au Moyen-Orient, avec une extension en Europe de l'Ouest plus récente, donc à Londres, en Allemagne, et puis demain en Italie et en France. Le modèle, il est assez simple parce que c'est une application stricto sensu des recettes de la fast fashion, donc un suivi des tendances internationales, l'étude des collections des marques concurrentes, une offre fabriquée à petit prix, 83% en Asie, des boutiques qui sont soignées et des collections qui sont bien structurées avec 3 lignes de produits distinctes pour l'homme, la femme, l'enfant. Et puis, c'est même une démarche RSE, comme on le voyait précédemment, avec le lancement d'une gamme Eco-Aware qui n'utilise que des fibres certifiées et recyclées. Donc, et puis, la stratégie, je dirais, pour s'étendre en Europe de l'Ouest, c'est à travers des communications plus ciblées. On peut penser à Kate Moss ou à Jeanne Damas qui ont été utilisées. Voilà pour le segment milieu de gamme. Si vous n'avez pas de questions, je poursuis sur le segment entrée de gamme qui se définit par un prix d'entrée de marché inférieur à 30 €.
Donc on parle de everyday low price, des taux de marge brute faibles, une pression constante sur les coûts d'exploitation, et puis la massification comme colonne vertébrale du modèle, avec massification du nombre de points de vente, massification du volume d'achat. En termes de typologie d'acteurs, les modèles gagnants étudiés, on retrouve forcément les GSS, notamment Kiabi, Gémeaux, et ici on retrouvera également Primark, les GSA, mais également les déstockeurs comme Stockomanie, et puis des nouveaux acteurs, donc des acteurs digitaux comme Fashion Nova et Boohoo, justement. Ce qui est intéressant dans ces acteurs-là, c'est que tous les modèles gagnants qu'on a étudiés, ils ont un seuil minimal de chiffre d'affaires de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est quand même un segment de marché où il n'y a pas de place pour les petits, et qu'on voit que les GSS françaises traditionnelles, elles sont aujourd'hui concurrencées par les GSA et par ces acteurs digitaux, mais aussi par les acteurs de la seconde main, Vinted en tête. Voilà, si on rentre un petit peu plus dans le détail, les GSS, elles s'appuient principalement sur le canal retail. Alors, les GSS françaises, plutôt en périphérie des villes, donc là c'est Kiabi, Gémeaux, et les GSS internationales comme Primark ou Lefties, plutôt dans les centres commerciaux, en sachant que nos distinctions entre les deux, françaises et internationales, c'est le poids d'international qui est beaucoup plus fort, en tout cas chez Primark et Lefties. Et puis, c'est des collections de plusieurs milliers de références à un prix moyen généralement inférieur à 20 €. Si on regarde côté GSA et des stockeurs, discounters, c'est des concurrents directs des GSS avec des prises de part de marché depuis 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est une alternative maligne, parce qu'il y a une implantation tactique dans des plus petites zones de chalandise. C'est une plus grande rentabilité parce que les surfaces de vente sont plus réduites. Et puis, c'est une offre multicatégorie avec une collection mode textile qui est courte et premier prix. Et puis, on va y revenir, mais il y a 2 grands modèles digitaux qui montent en puissance, Boohoo et Fashion Nova, au-delà des géants mondiaux Amazon et Alibaba qu'on a peu étudié, en tout cas dans cette étude. Quand on regarde ce segment entrée de gamme, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, donc un modèle historiquement de l'écoulement de masse, et on voit qu'il y a certains dérèglements qui sont apparus. Alors, dérèglement, c'est forcément, c'est gros réseau, masse, ça nécessite du trafic, donc il y a une baisse de trafic qui a perturbé le modèle. C'est une perte d'attractivité de certaines zones périphériques, et en fait, on voit toute la dépendance de ces GSS à l'attractivité de la zone. C'est une pression promotionnelle croissante. C'est de nouveaux concurrents, comme on l'a vu. Et puis, c'est quand même une nouvelle génération de consommateurs avec des exigences croissantes au-delà du prix. Pour maintenir leur position, les GSS, elles ont quand même fortement bougé depuis ces quelques années. Elles ont su conserver une promesse forte d'accessibilité, mais développer une promesse de valeur singulière. Et c'est intéressant de voir que la RSE n'est pas l'apanage des marques de luxe abordables. Et on voit que des enseignes comme Gémeaux avec son label Mieux ou Kiabi avec un objectif de 30% de collection éco-conçue sont au rendez-vous sur le plan de la RSE, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Deuxième pan, l'accélération du développement digital pour atteindre un premier palier de chiffre d'affaires et rentabiliser cette activité e-commerce. Donc il y a eu des investissements IT et data significatifs engagés par les GSS ces dernières années. Et puis, le lancement de concepts hors des périphéries. Donc, ça peut être des concepts de centre-ville. On peut penser à la boutique de Kiabi à Milan. Des concepts qui sont dédiés sur un segment. Et là, c'était une boutique de Gémeaux sur l'enfant. Ou, finalement, en fait, des concepts également de centre-ville de Gémeaux, je crois, à Nantes. Si on regarde et qu'on zoome sur les acteurs GSS, donc on vous propose de vous concentrer uniquement sur les acteurs GSS avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Quand on regarde la lecture du compte de résultat, on retrouve un poids d'international relativement faible, je dirais, par rapport à la taille de chiffre d'affaires. Et puis on voit que c'est un modèle qui nécessite d'avoir une tenue fine des coûts d'exploitation. Et on voit la sensibilité assez forte de la masse salariale et du loyer sur les EBITDA en bas de ligne.
En termes d'enjeux, le premier enjeu, c'est l'extension d'offres et de services. Donc l'offre, c'est une extension vers les accessoires, l'équipement de la maison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est en particulier vrai sur les city shops de ces enseignes-là. Et puis en termes de services, c'est vrai qu'on voit de nouveaux services et on peut penser au click and drive mis en place par Kiabi pendant le confinement ou des ateliers de réparation de produits au sein même des points de vente mis en place par Kiabi. Le deuxième enjeu, et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est ce qui fait la force d'un Primark, c'est l'excellence opérationnelle et la gestion des invendus, sachant que l'excellence opérationnelle de Primark, c'est 6 semaines pour approvisionner ces 257 magasins en Europe des dernières nouveautés. Donc c'est des réassorts à J+1 pour minimiser les ruptures. C'est des emballages qui sont adaptés pour faciliter la mise en rayon. Donc en fait, on voit que Primark a poussé très très loin l'excellence opérationnelle et l'excellence de sa supply chain. En termes de gestion des invendus, donc on voit que c'est forcément alors je dirais que c'est une problématique qui est transverse à tous les segments de marché qu'on a pu utiliser dans l'étude, mais qui est spécifiquement difficile ici parce que la marge générée par les produits ne compense pas forcément les coûts de reverse logistique. Donc en fait, on voit que on a une reverse logistique, donc le fait de renvoyer un entrepôt post-solde qui est difficile à mettre en place parce que le prix moyen des produits est potentiellement pas assez fort. Et on voit aussi que garder les produits en magasin, ça entraîne des difficultés dans des modèles de masse pour mettre en place les nouvelles collections et les valoriser. Donc la gestion des invendus est un des sujets clés à traiter actuellement, avec comme principal levier la nécessité d'augmenter le taux d'écoulement avant solde, et pour ce faire, une flexibilisation des achats et une réactivité pour cadencer les achats en fonction des taux d'écoulement. Enfin, si on regarde les acteurs digitaux, avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, donc c'est des acteurs en prise de part de marché. La promesse, elle est encore plus marquée sur la mode et encore plus marquée sur le renouvellement. Boo, par exemple, c'est 100 nouvelles références proposées chaque semaine. C'est des prix ultra compétitifs, et c'est vrai qu'on peut penser à Lefties. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un modèle de masse parce que c'est les mêmes produits proposés dans tous les pays au même prix partout. Et on voit qu'en fait, c'est des marques qui ont su quand même se développer très rapidement parce que excellentes sur la partie achat, sourcing, logistique. Du coup, une capacité à être réactif aux tendances et aux comportements des consommateurs. C'est un marketing ultra focalisé sur le digital. Et c'est vrai que là aussi, cette période de confinement, on est marqué par l'animation de leur communauté. C'est-à-dire qu'un Fashion Nova, c'est 18 millions de followers sur Instagram. Et c'est des moyens, je dirais, up-to-date pour les animer avec l'activation d'influenceurs. Et c'est vrai que Boo a été un des premiers à activer des youtubeuses ou des blogueuses pour plébisciter la marque. Aujourd'hui, c'est Boo et Fashion Nova. Enfin, vous verrez dans l'étude, on vous a illustré notamment leur trajectoire de croissance de chiffres qui est impressionnante. Alors, on se demande si c'est une queue de comète, je dirais, de modèle inflationniste. La réalité, c'est que les trajectoires sont là. Je pense qu'il y a un point très important qui nous a marqué quand on a investigué ces deux acteurs. C'est des boîtes de tech, en fait. C'est des boîtes de data tech. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé les dispositifs pour aller très très vite dans le renouvellement, travailler massivement les approches de data client de communauté, mais le cœur du réacteur, que ce soit sur des aspects client, offre et supply, c'est quand même adossé à une maîtrise absolue et des investissements extrêmement lourds en techno. Voilà, c'est vraiment un point important. Et je reviens sur Lefties parce que Lefties, pour nous tous, ça a été pendant longtemps l'outlet de Zara, ce qui lui permettait d'ailleurs de tester un certain nombre de marchés. C'est comme ça qu'ils ont testé pendant très longtemps le Brésil. Aujourd'hui, c'est un concept qui vit par lui-même et qui est résolument low price. Il y a pas, je crois que la robe maximum, c'est 20 €. Et comme le disait Igor, alors pour le coup, le choix, c'est à ce stade de ne pas faire le choix du digital, il n'y a pas d'activité e-commerce, et d'être vraiment purement dans l'implantation très ciblée
sur quelques zones précises de chalandise un peu hors frontières. Ils ciblent les villes et être extrêmement light dans leur modèle opérationnel, pour le coup. Hein. C'est vraiment le simple concept. Hein. Donc, tout ça pour dire qu'au fond, on a dans ce segment de marché aussi des nouvelles approches qui sont quand même intéressantes et qui ont des profils de mix de chiffre d'affaires, mais aussi de construction de coûts qui sont extrêmement hétérogènes. Avec des EBITDA, du coup, entre 8 et 10%. Bon, donc, les enjeux, je pense qu'on les a vus. Donc, finalement, pour nous, il n'y a pas véritablement de frein à la dynamique si ces marques continuent à cultiver les fondamentaux, sauf s'il y a un changement de comportement des consommateurs drastique qui remettent en question, je dirais, la promesse de valeur de cette marque intrinsèque, en fait. Hein. Donc, voilà sur ces... bon, peut-être quelques mots sur Fashion Nova. C'est vrai que quand on parle de croissance, c'est 600% de croissance en 2017. Donc, c'est plus 600% de croissance en 2017. C'est la marque la plus googlisée au monde en 2018. Donc c'est vrai qu'on Fashion Nova, c'est quand même un acteur qui est aujourd'hui important. C'est 1000 fournisseurs, c'est une capacité à recevoir des prototypes en 24 heures. Donc c'est vrai que forcément, derrière, il y a une réactivité qui est extrêmement forte. C'est chaque semaine 600 nouvelles références proposées. Donc c'est vrai qu'on parlait de 100 pour Boo, là c'est 600 pour Fashion Nova. C'est 95% de ces références avec un prix inférieur à $60. Et puis c'est aussi certaines innovations, on pense à la ligne curve pour les grandes tailles. C'est vrai qu'il y a 39% du chiffre d'affaires de Fashion Nova qui est réalisé par ces lignes curves de grande taille et mise en valeur de manière forte par des mannequins dédiés. Et puis, c'est une communication digitale active, des collaborations s'élèvent. Et c'est vrai que Fashion Nova, c'est les premières à avoir activement collaboré avec les Kardashians et récemment Cardi B. Et c'est vrai que Cardi B, je crois que le premier jour, la collection capsule, c'était $1 million pour Fashion Nova. Donc, c'est quand même des acteurs qui pèsent sur le plan international aujourd'hui. Pour terminer sur cette dernière page, on a essayé de s'interroger. Alors, je pense que ce n'est pas les 10 tableaux de la loi, c'est plutôt des exemples et des pistes de réflexion à activer pour réinventer un modèle de masse rentable et responsable. Le premier, c'est choisir ses combats pour accroître la singularité de positionnement. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec un levier potentiel qui est les marques sœurs. Le deuxième, et c'est vrai qu'on n'arrête pas d'y revenir, mais c'est tenir les fondamentaux de l'excellence opérationnelle, siège, magasin, entrepôt. Parce que je pense que ce qu'on a vu à travers les chiffres, c'est à quel point, dans les comptes de résultats, il y a une sensibilité forte finalement à la tenue de ces ratios-là. C'est variabiliser un modèle qui est aujourd'hui très, voire trop tourné sur les coûts fixes. Donc c'est tout ce qu'on voit avec la flexibilisation des achats comme gain potentiel et des approches différenciées par point de vente. C'est simplifier les organisations, développer l'agilité et l'autonomie des équipes, et puis développer une culture du cash. Et c'est vrai que la culture du cash, alors c'est vrai qu'elle s'oppose à la culture de l'EBITDA, comme le disait Céline, mais aussi à la culture de la marge, et notamment en fait de la marge brute. Cinquième point, accélérer la digitalisation des parcours clients et la personnalisation de la relation en amplifiant l'usage de la data. Donc d'où l'importance finalement en fait, d'investir dans cette data pour avoir une relation plus personnalisée. Poursuivre les engagements RSE, le partage du sens et la transparence des actions engagées sur la RSE. Et puis une dernière partie qui est plus proche des territoires, c'est être partie prenante de la vitalité des zones périphériques et renforcer son rôle d'acteur local. Ce qu'on voit, c'est vrai que ce qu'on voit sur la RSE, c'est que beaucoup de choses ont été faites sur le E, sur la partie écologique, et demain sera peut-être l'ère aussi du S et du sociétal. Et c'est vrai que les acteurs du mid et du mass ont un rôle véritablement spécifique à jouer dessus. Par contre, c'est assumer un recentrage du parc pour gagner en rentabilité. Et on voit que certains acteurs commencent à le faire. Réussir l'extension sur de nouveaux territoires, que ce soit des zones de vie, centre-ville, ou que ce soit dans de nouveaux pays. Et puis enfin, je dirais que la dernière est plutôt exploratoire, justement. C'est des potentielles verticalisations sur certaines familles de produits stratégiques. Verticalisation ou en tout cas réflexion d'ouverture en écosystème, en compétition, avec des réflexions qui sont en cours pour un certain nombre d'acteurs, y compris GSA, sur la façon de réinventer les approches amont.
au-delà des réservations de capacité, de matière, etc., mais de se dire comment on réinvente un système sur lequel on est capable d'être beaucoup plus court et beaucoup plus verticaux dans nos approches de sourcing et de construction de marge. Merci Igor. Je vous propose qu'on souhaitait en fait pouvoir vous prendre encore une quinzaine de minutes pour approfondir non pas 100% des axes, mais 4 axes qui nous semblaient importants pour les acteurs du MID et du MAS. 4 axes qui ont été identifiés comme incontournables pour réinventer ou pour inventer un modèle économique gagnant. Juste pour amorcer, avant de laisser la parole à Franck, on a posé 2 questions très très simples pour tester, je dirais, le niveau de maturité des thématiques auprès du panel de dirigeants interviewés, qui était au fond sur les 6 thèmes évoqués. Ce thème est-il important pour vous? Vous pouvez le voir au niveau des résultats. Dans 100% des cas, on a 2 thèmes absolument prioritaires qui se dégagent, que sont la RSE d'une part, et puis la question de l'exploitation de la data, en particulier dans le cadre d'une exploitation et d'une augmentation de la valeur client, avec 2 sujets qui viennent juste derrière, que sont la refonte du modèle marchandise et puis la question de la culture, la dynamique de transformation. Le dernier thème souligne le fait qu'il y a une maturité ou une capacité moindre à l'ouvrir, qui est le thème relatif à l'innovation de technologie, capable d'être intégrée dans les chaînes de valeur et dans les réflexions des marques. À la question, quel est votre niveau de maturité par rapport à ces sujets et avez-vous amorcé des changements sur ces thèmes? Vous pouvez voir que la focalisation des efforts sur les aspects de RSE, c'est pour ça que tout à l'heure je disais en introduction qu'il y a quand même un effet cliqué qui est noté et qui est vraiment revendiqué sur le fait de dire il n'y a pas de machine arrière possible. On est parti pour un engagement, une logique de stratégie de petits pas et crise ou pas crise, on se doit d'amplifier parce que de toute façon demain, nos consommateurs, nos collaborateurs ne souffriront plus de modèles qui n'intègrent pas cette dimension-là. C'est pour ça que ce qu'évoquait Igor sur les modèles qu'on vous présente, et c'est volontairement aussi un peu pour mettre un peu de relief dans la réflexion, c'est qu'il y a une espèce de dichotomie entre des modèles gagnants qu'on vous présente et cette thématique qui est vue comme prioritaire. Donc, que de comètes ou pas que de comètes, en tout cas, ce sujet-là, il est sur le haut de la pile des dirigeants et de leurs équipes. Et on voit derrière une hétérogénéité beaucoup plus forte en termes de maturité, que ce soit sur les sujets de data, modèle marchandise, culture et transfo, innovation, où on voit qu'on a des avancées qui sont relativement hétérogènes. Et sachant que quand on regarde ces réponses, on va dire segment de marché par segment de marché, c'est relativement, pour le coup, il n'y a pas d'écart majeur. Donc, on a ce niveau d'écart qui est à peu près, qu'on retrouve à peu près pour l'ensemble des segments. Franck, tu vas avoir l'exercice difficile d'essayer d'être en sprint sur chacun des thèmes pour distiller les points clés. En fait, l'idée, c'est pas tant de descendre en profondeur chacune des thématiques. Elles vont faire l'objet de webinaires dédiés au mois de septembre. On vous mettra les dates en fin de présentation. Mais vraiment, juste de vous faire quelques clichés très, très, très rapides, des points clés qui émergent et qui, à nos yeux, en tout cas, résonnaient le plus par rapport aux caractéristiques économiques que vient de vous présenter Igor. Tout à fait. Donc, merci Céline, merci Igor. Effectivement, l'idée, c'est pas de passer en revue tous les thèmes et d'être exhaustif, plutôt d'avoir cette curation très fine des enjeux les plus pertinents pour les acteurs de l'entrée de la moyenne gamme. Je ne vais pas les présenter par ordre de maturité, plutôt par, je dirais, horizon temporel en termes d'impact que peuvent avoir ces différentes thématiques. Des sujets qui sont plutôt des actions à mener à court terme avec des résultats vraiment à court terme en termes d'optimisation, d'amélioration des process. Pour, au fil de la présentation, aller plutôt vers des sujets qui vont avoir des impacts de très long terme, notamment à travers la remise à plat de la proposition de valeur, au sujet de la RSE, ou au sujet de l'innovation, où on l'a vu, effectivement, la thématique est peut-être moins mature, mais peut avoir un impact majeur sur les propositions de valeur. Donc, je passe tout de suite au premier axe. On est sur un modèle sprint. Alors, on avance. Le premier axe, c'est la refonte des modèles marchandises. Donc,
la manière dont les enseignes mettent en marché et cadencent la mise en place de leurs produits, ainsi que la manière dont elles défendent aussi la valeur de ces produits. Donc, c'est évidemment un sujet sur lequel je pense que vous êtes déjà assez familiarisés. Il ne date pas de la crise du Covid, mais celle-ci ne fait que, quelque part, rendre plus visibles les limites du modèle que nous observions déjà depuis maintenant quelques années. Donc, ce décalage qu'on perçoit entre le timing de l'offre d'une part et le temps du marché qui s'est lui aussi accéléré, le recours croissant aux soldes, aux promotions, à toutes les formules d'activation qu'on connaît bien aujourd'hui, qui en plus ont hélas pour conséquence de dégrader un peu la marge d'une part et surtout la perception prix des clients, sont des éléments qui sont assez, je dirais, assez connus dans le secteur. Et effectivement, on va d'abord commencer par explorer ces différentes dimensions, les différents aspects de cette problématique-là, avant d'avancer sur des propositions. Donc d'abord, le premier point, c'est la rigidité des structures de collection et des calendriers. On est face à un trafic en berne, vous le savez, mais globalement, même encore une fois avant la crise, on était sur des indices footfall dégradés. Et d'autre part, des structures de collection assez rigides avec des engagements très en amont. L'idée, encore une fois, pour revenir sur la dichotomie présentée par Igor entre marge brute versus marge nette, on est plutôt dans un arbitrage au profit de la marge brute, à savoir des engagements très longs et de faible capacité d'ajustement une fois que la saison a démarré. D'autre part, l'internationalisation des enseignes est un facteur de complexification de cet élément-là et qui accentue encore les rigidités qu'on a pu observer. Deuxième point, c'est des pratiques d'achat qu'on qualifie de contre-performantes. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que la manière dont les acheteurs raisonnent provoque assez souvent des surstocks, en retenant le taux d'écoulement des produits et l'open to buy. En général, on arrive à des prévisions un peu optimistes de ce qui se passe effectivement en cours de saison, et quand un choc advient, comme c'est le cas aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des surstocks extrêmement importants. Troisième point sur lequel on voulait insister, c'était la remise en cause de la saisonnalité des saisons, c'est lié également avec l'usage et le développement extrêmement fort des soldes et promotions, qui représentent, vous le savez, grosso modo, plus d'un produit sur deux aujourd'hui qui est mis en marché en France. Ce qui se passe, c'est qu'après des mois effectivement d'activation très forte via les soldes, notamment les mois d'intersaison, juste après ces soldes, où de nouvelles propositions arrivent, sont en général des mois sur lesquels les clients ont de moins en moins de possibilités de dépenser, de consacrer une partie de leur budget d'achat à la mode, et on se retrouve face à des temps très faibles qui pourraient être au final, qui devraient être des temps forts, puisque c'est des moments d'implantation de nouvelles collections, de nouvelles propositions. Et d'autre part, l'impact de ce décalage avec donc le non-écoulement en entrée de saison des collections se retrouve à la suite, donc en fin de saison, à travers des stocks importants qui viennent nourrir cette espèce de cercle vicieux de la décote, plutôt de la démarque, et donc ce système qui un peu s'auto-alimente. D'autre part, les derniers points sur lesquels nous voulions insister, c'est donc la défense de la marge brute qui implique des circuits de sourcing longs, donc moins de réactivité. Et donc, on raisonne encore une fois trop souvent en termes de marge brute et pas assez en termes de marge nette. Donc, la conséquence de ce choix est toutes ces problématiques de stock, de trafic et de recours à la démarque. Donc voilà, le diagnostic est posé. On vous présente dans la partie droite de la slide un benchmark qu'on a établi sur justement quelques métriques clés qui pointent cet élément-là. Donc que ce soit le lead time qui évidemment est aujourd'hui de l'ordre de 10 mois, le taux d'engagement avant saison qui est parfois proche de 80%, les indices de vente moyenne hebdomadaire, les taux d'écoulement. Donc toutes ces métriques-là, vous le voyez aujourd'hui, ne font pas pour beaucoup d'acteurs, ne permettent pas de trouver un modèle économique vraiment pérenne. Donc évidemment, on vous propose une cible qui nous paraît un modèle économique atteignable pour les acteurs de l'entrée et du moyenne gamme, avec certains ajustements évidemment qu'on va vous proposer.
Dernier point, enfin, j'en ai déjà un peu parlé, c'est évidemment le sujet des soldes et des promotions. Je vais passer rapidement donc sur à la suite de ce diagnostic, sur les solutions évidemment qu'on préconise, qu'on a observées chez certains acteurs et qu'on souhaite partager avec vous afin d'améliorer les processus et de défendre encore une fois la valeur des produits. Donc il y a 3 leviers qui nous paraissent importants, comme l'a rappelé Igor. C'est la question du calendrier, la question, je dirais, la contrepartie en back-office qui est celle de la flexibilité et de la réactivité, et enfin ce sujet spécifique des soldes et des promotions. Donc je vais rentrer sur chacun des leviers assez rapidement. Donc le premier levier, évidemment, c'est sur le calendrier de l'offre. Il est basé sur une analyse fine de la data des marques pour comprendre les besoins réels des clients, les vrais moments d'achat et aller à un niveau assez fin de granularité pour justement en tirer des enseignements et optimiser au maximum le taux d'écoulement des marchandises. Donc comprendre les besoins réels des clients, piloter grâce à une analyse notamment des ventes moyennes hebdomadaires qui sont dans ce cadre l'indicateur vraiment de suivi pertinent. Donc l'idée, c'est d'engager, encore une fois, de cesser ce cercle vicieux et d'engager un cercle vertueux en analysant au plus fin les besoins réels des clients, améliorer les ventes moyennes hebdomadaires, améliorer le taux d'écoulement avant solde, donc reconstituer une partie de la marge, avoir moins de stock, donc à solder. Donc voilà, c'est l'idée, encore une fois, de travailler sur ce nouveau paradigme qui, évidemment, a un impact en termes de chiffre d'affaires, puisqu'il y a moins de produits implantés à chaque moment dans la saison, mais un impact pour le coup positif en termes de marge nette. Donc l'idée, c'est de porter le regard plutôt sur la bottom line et de comprendre toutes les conséquences que peuvent avoir les choix qui sont opérés en entrée de saison. Le deuxième levier, c'est évidemment celui, je vous le disais, de la flexibilité et de la réactivité. Historiquement, il y avait la culture de ce qu'on appelait la culture de l'actua, les cellules d'actualisation qui venaient en cours de saison, traitées en cycle court, avec un lead time de l'ordre de 1 à 4 mois, répondaient à ce besoin. Une fois qu'une enseigne a identifié un best-seller, c'est cette capacité à le reproposer, à le réassortir pour je dirais, profiter à fond de cet effet de mode et optimiser les ventes. Donc, cette culture de l'actua qui était vraiment bien implantée au sein des enseignes, aujourd'hui, elle est un peu moins présente. Elle s'est perdue, puisque, encore une fois, on a arbitré au profit de la marge d'entrée sur des cycles longs, sur des sourcings très lointains. Évidemment, on voit plutôt des modèles aujourd'hui qui fonctionnent sur une réorientation, en tout cas un panachage un peu plus fin entre les cycles longs, les cycles courts, et donc les sourcings évidemment lointains et les sourcings de proximité. Un des grands enjeux à ce sujet-là, c'est celui de la matière. Parce qu'on se rend compte que quand on regarde la manière dont les acteurs sont organisés, en termes de lead time, un des temps incompressibles plus importants, c'est celui qui est lié à la matière. Donc, il convient dans ces cas-là de développer des partenariats, de réserver des capacités de production, de réserver des matières pour être en capacité, le cas échéant, une fois que encore une fois l'analyse des ventes a été faite de manière fine, d'être en capacité de développer une forme de double sourcing, donc d'être en capacité d'avoir une solution de proximité pour réassortir, pour proposer un réassort donc de ces produits dont on observe le succès sur les points de vente. Donc cette notion de double sourcing, encore une fois, elle est mise en pratique par de nombreux acteurs aujourd'hui avec un certain succès. Elle a certains prérequis. Elle suppose d'avoir dès la conception finalement pensé cet élément de double sourcing, donc avoir des cotations, de la matière disponible pour justement ces producteurs de proximité qui vont être en capacité de répondre à ces demandes de façon extrêmement réactive. Et une notion importante aussi sur laquelle on insiste beaucoup, c'est celle de partenariat. On voit de plus en plus la barrière amont-aval
tomber et vraiment être surpassés. En tout cas, les acteurs qui réussissent ont été capables de faire voler en éclats vraiment cette dichotomie amont-aval, d'entrer dans une véritable relation partenariale avec leurs fournisseurs, de partager beaucoup d'informations avec eux pour les aider, encore une fois, à comprendre leurs objectifs et à s'adapter à leur manière de travailler. Donc, ce travail sur la flexibilité, la réactivité, ça implique, encore une fois, d'identifier dans son parc de fournisseurs et de partenaires quels sont ceux sur lesquels on va pouvoir avancer et de mettre en place un certain nombre de partages d'informations à travers des outils, évidemment, le plus souvent digitaux, pour, encore une fois, gagner sur le lead time. Alors, vous allez me dire, retour vers un sourcing plus proche, ça veut dire une certaine dégradation, évidemment, de la marge brute, puisqu'on est sur un circuit plus court. On l'a estimé dans l'étude. Donc, les coûts afférents coûtent à peu près entre 1 et 3 points de marge brute. Ce double sourcing, ce retour vers la proximité, ça coûte 1 à 3 points de marge brute. Mais évidemment, ce sont des éléments sur lesquels on se rattrape, si je puis dire, en diminuant encore une fois le stock dormant, en diminuant le recours à la démarque. Donc, tout bien considéré et à coût complet, on considère donc que cette option est aujourd'hui celle qui garantit le plus de succès aux entreprises qui l'emploient. Encore une fois, dans l'idée d'opérationnaliser cette nouvelle pratique, et pas si nouvelle que ça, on peut avancer peut-être sur les slides et parler d'une solution qui a été développée en France par une start-up qui s'appelle Tekin. Je suis sûr que de nombreuses personnes d'entre vous, parmi vous, la connaissent. Donc, c'est une solution, en fait, qui collabore avec des enseignes du mass market jusqu'au luxe parfois, pour proposer justement une actualisation, des solutions de réassort pour des produits qui sont identifiés comme des best-sellers, en travaillant soit en France, soit en Europe, avec un lead time qui est aujourd'hui de moins d'une semaine. Pour la France, on est autour de 4 jours et autour de 10 jours pour l'Europe. Donc, on est à la fois sur une capacité à répondre de façon à la fois innovante et extrêmement réactive aux nouveaux enjeux qu'on connaît, étant donné la forte volatilité du marché et l'imprévisibilité face à laquelle nous sommes aujourd'hui. Le troisième levier sur la diapo suivante, c'est celui du travail sur les soldes des promotions. Donc, nos préconisations ici, et ce qu'on observe encore une fois dans les modèles qui fonctionnent bien, c'est d'appliquer un taux de démarque le plus possible à un niveau de granularité le plus fin possible, à savoir au niveau du produit ou du SKU, de la catégorie de produit, en tout cas de sortir d'une vision très moyennisante, si je puis dire, du taux de démarque pour au maximum placer le curseur entre le taux de marge qu'on va conserver et le taux d'écoulement, la manière la plus optimale qui soit. Donc c'est un travail assez fin, évidemment, pour, encore une fois, défendre au maximum la valeur, mais sortir d'une vision trop, je dirais, moyennisante des choses. Donc c'est aussi un levier sur lequel vous pouvez vous appuyer pour sortir, encore une fois, de cette spirale du recours assez conséquent au solde des promotions. Le deuxième levier, donc, c'est ce qu'on appelle l'objectivation des écoulements futurs. Donc, entre le moment où les équipes fixent le taux professionnel de référence et le démarrage de la période de solde des promotions. Et donc, certains modèles permettent, encore une fois, de fixer au mieux, d'approcher la réalité de l'écoulement avec, encore une fois, une précision extrêmement fine. Donc, ce sont des outils d'optimisation. Ce ne sont pas des outils, encore une fois, si compliqués que ça à mettre en place. Et le retour sur investissement pour les marques est quand même assez conséquent. On l'estime entre 5 à 10% de masse de marge. Pardon. Donc, le deuxième thème, on va peut-être un peu accélérer, c'est encore une fois avec un retour sur investissement, encore une fois, assez rapide, c'est celui de la data et de l'approche par la valeur client. Vous êtes tous des enseignes, vous disposez tous de nombreuses informations aujourd'hui sur vos clients en termes de fréquence, d'achat, de montant, de localisation géographique, des données personnelles, évidemment. Et donc, c'est évidemment un levier sur lequel vous pouvez
facilement, en tout cas, démarrer et vous appuyer pour gagner en efficience et en pertinence. Aujourd'hui, tout le monde est descendu vers l'aval. Tout le monde a ces informations de plus en plus fines, notamment grâce au développement aussi des activités digitales, sur lesquelles on n'est pas forcément face à des données de caractérisation du client, mais vraiment des données comportementales qui permettent beaucoup mieux, je dirais, d'interagir avec les clients et d'envoyer les stimuli au bon moment. Donc, je dirais, ce nouveau territoire développe encore plus la pertinence d'utiliser la data. Donc, il y a plusieurs bienfaits de la data, si je puis dire, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Le premier élément, c'est évidemment d'utiliser la data pour fédérer une communauté, donc à travers la création de contenu, à travers vraiment, je dirais, le développement d'une certaine forme d'affinité pour l'enseigne, qui est un élément crucial de succès aujourd'hui. C'est, je dirais, un premier élément sur lequel la data joue un rôle majeur. Le deuxième, c'est la compréhension des attentes, donc évidemment rentrer au plus fin dans les choix en termes de forme, de taille, de couleur, de prix, et d'aller vraiment sur une analyse de tendance quasiment prédictive sur ce qui se passe chez les clients. Et donc, évidemment, tous les outils de CRM qui auparavant, encore une fois, étaient fondés sur non pas une approche comportementale, mais une caractérisation des clients par classe d'âge, par zone géographique. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin grâce à toutes ces datas, donc, et aller vers une approche beaucoup plus ciblée, encore une fois, personnalisée, en vue de fidéliser les clients et de les activer à bon escient. La fidélisation, c'est évidemment l'enjeu majeur aujourd'hui pour les marques. On parle beaucoup du coût d'acquisition client, de la manière de fédérer une communauté, mais de plus en plus, et on va parler dans peu de temps du nouveau cockpit qu'évoquait Céline, à savoir les nouveaux indicateurs à suivre, basés notamment sur cette exploitation de la data, et cette notion de Customer Lifetime Value, donc la valeur que va rapporter un client à une enseigne sur toute la durée de vie de sa présence dans la base, si je puis dire, c'est un des éléments clés à suivre aujourd'hui, un des éléments les plus essentiels. Donc on va pouvoir justement je dirais, détailler ces différents indicateurs. On vous en donne quelques-uns qui sont aujourd'hui rentrés, je dirais, dans le périmètre des dirigeants d'entreprise, qui sont de plus en plus suivis, qui sont de mieux en mieux compris. Donc la Customer Lifetime Value dont je vous parlais, qui est finalement la différence entre les dépenses annualisées des clients avec les dépenses associées en termes d'acquisition, d'activation et de rétention. Donc ça, c'est évidemment un élément fondamental. On parle de plus en plus également du ROMI, donc le retour sur investissement des dépenses marketing. L'ARPU, c'est le revenu moyen généré par un client. Et puis, encore une fois, sortir des segmentations traditionnelles en termes d'âge, de sexe. Il y a de moins en moins d'enseignes qui résonnent de cette manière-là pour aujourd'hui aller vers une vision, encore une fois, plus individualisée des comportements et adresser au mieux les stimuli nécessaires pour les clients. Donc, quand on dit data, on a tout dit et rien dit, ça peut sembler difficile à mettre en œuvre comme stratégie, réclamer des moyens conséquents. Comme on l'a dit plus tôt, dans l'étude, il y a aussi quand même, et je vous renvoie directement à cette page, je ne vais pas forcément détailler beaucoup ce sujet-là, mais cette notion de premier pas sur cette partie de la data, elle est extrêmement intéressante. On voit que des acteurs, même de taille moyenne, même des acteurs qui aujourd'hui n'ont pas forcément une grande literacy, comme on dit en anglais, sur le digital, peuvent trouver des outils de CRM faciles à utiliser, faciles à mettre en place et évidemment se mettre en mouvement pour intégrer cette dimension, parce que ça nous paraît être quand même un élément de réinvention majeur et de performance majeure pour les modèles économiques aujourd'hui. Un point rapide, oui. Et d'évaluation de vos actifs. En fait, aujourd'hui, l'approche par la valeur client, c'est une des clés de lecture d'investisseurs ou de financeurs par rapport à l'actif des marques. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, Clarisse. Bonjour, oui, c'est Clarisse. Je voulais simplement signaler que le défi, à partir du confinement, a fait un très gros effort sur ce sujet-là pour rendre accessibles tous ces outils de data, y compris à des gens qui ne sont pas du tout des geeks. Donc, on a fait des ateliers digitaux avec des gens que vous connaissez bien, Creative Valley. Et tous ces ateliers, les replays ainsi que les synthèses sont accessibles sur notre site. Vous pouvez les demander même à défi@defimode.org
Et on va juste avant les vacances, dans notre bulletin, dernier bulletin, e-défi avant les vacances, on va tous les remettre avec les liens parce que vraiment, on a fait l'effort avec Creative Valley d'avoir des interlocuteurs extrêmement pédagogiques. Donc, toute personne, même pas spécialisée, pourra arriver à commencer à prendre en main les choses. Super. Alors, on va accélérer parce que je vois que l'heure tourne quand même. Je pense qu'on va passer sur ce sujet-là de la mise en œuvre. Encore une fois, on en a un peu parlé de la stratégie data pour aborder rapidement la RSE et l'innovation, encore une fois. Mais l'étude est très, je vous l'ai compris. Sur la RSE, juste 2 messages clés. Le niveau monte. De nombreuses marques aujourd'hui revoient leur modèle économique à l'aune de la RSE et avancent sur ce sujet. Donc le niveau moyen monte. Évidemment, ce qu'on constate, c'est que toutes les enseignes le traitent à leur manière, en fonction de leur positionnement, leur légitimité, leur histoire. Donc c'est évidemment un sujet que chacun doit s'approprier. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a évidemment des attentes des consommateurs. Il y a un cadre législatif aussi de plus en plus complexe, mais ça nous paraît quand même également un élément de mobilisation des équipes. Et là, je change peut-être de casquette et je prends celle de Prof à l'IFM, à travers tous les étudiants que je vois passer, cette notion d'être fier de l'entreprise pour laquelle on travaille, qui a de vraies valeurs et de vrais engagements. Ça devient aujourd'hui un facteur de fidélisation, d'engagement des équipes. Donc il ne faut pas voir uniquement la RSE comme une contrainte, mais comme une opportunité, encore une fois, de se déployer et de réussir. Pour compléter, Franck, je pense que dans l'étude, on vous invite à regarder en termes d'outillage un travail assez précieux un peu d'évaluation de la maturité. C'est une grille qu'on a nous testée donc, dans la vraie vie, entre guillemets, et qui permet du coup de positionner au-delà du niveau de maturité les priorités. Je pense que ce qui ressort quand même, alors au-delà des sustainable native brands pour les modèles économiques existants qui se refondent, il y a quand même cet enjeu de logique de stratégie de petits pas et donc de choisir un petit peu au-delà du cap, les voies sur lesquelles on souhaite s'engager. Et c'est un vrai beau sujet de partage au sein d'un comité de direction notamment. Et puis, il y a cette question du financement de la RSE, voire de l'autofinancement. Et c'est pareil, on vous a donné quelques éléments de métrique, que ce soit d'analyse de coûts comparés par rapport à des matières premières, mais surtout de Bien. Le dernier thème qu'on va aborder très très rapidement, c'est celui de l'innovation. De la même manière que sur la RSE, c'est un thème qui vraiment s'incarne dans la vision d'un dirigeant. On va passer rapidement sur les bienfaits. C'est effectivement un des thèmes qui s'ancre le plus profondément dans la proposition de valeur. Donc, c'est une chose qui aura des conséquences à très long terme. À plus court terme, il y a évidemment le gain en efficience opérationnelle à travers les outils de traçabilité, des process, tout est traçable aujourd'hui, tout est mesurable, donc c'est évidemment toutes les innovations technologiques aujourd'hui, toutes les briques technologiques servent à ça. Un mot rapide enfin pour conclure sur ça, c'est encore une fois qu'il y a différentes briques technologiques aujourd'hui qui sont à maturité. L'idée, c'est pas de tout prendre, encore une fois, c'est de faire le tri, c'est de hiérarchiser entre les thématiques qui sont les plus pertinentes dans votre cas. Il y a toutes sortes de technologies qui naissent dans le secteur de la mode, spécifiquement. On peut dire qu'elles tournent toutes autour, encore une fois, de cet enjeu de la RSE et de la minimisation de l'impact environnemental de la filière. Et évidemment, toutes les technologies exogènes, nées dans d'autres univers, qui redessinent aussi et qui sont extrêmement utiles aux enseignes. Mentionnons évidemment les RFID, qui a permis, encore une fois, de gagner en pertinence et en efficience pour beaucoup d'acteurs. L'impact de l'intelligence artificielle, on va parler beaucoup de data, donc c'est un outil évidemment majeur. Et enfin, la blockchain qui permet, encore une fois, de répondre aux exigences croissantes des consommateurs en termes de traçabilité des process et de manière de créer aussi la confiance entre les enseignes et les clients. Et je rebondis, Franck, sur ce que tu évoquais tout à l'heure sur la refonte du modèle marchandise, avec cette idée au fond d'avoir aussi pour les modèles gagnants une capacité d'ouverture, de travail en écosystème et en partenariat, donc vers l'amont. Tu évoquais la notion des fournisseurs. Sur ce sujet-là en particulier, on voit bien qu'une des raisons pour lesquelles on a un niveau de maturité moindre, c'est aussi
la difficulté, au fond, de dégager des capacités de financement sur du ROI qui n'est pas aussi immédiat que du carrelage ou du coût d'acquisition. Et néanmoins, c'est pareil, sur ce sujet-là, quand on voit les initiatives et les performances de certains acteurs, il y a cette approche d'écosystème et de partenariat qui émerge très fortement. Donc, il y a vraiment cet enjeu. Et vous verrez, il y a un exemple notamment de Tomorrow et de Copernic où on voit bien dans quelle mesure, je dirais, l'innovation, elle est aussi portée dans cette logique de partenariat, de plateforme, de compétition même, hein, j'emploie le mot, où on peut être concurrent, mais on peut être aussi partenaire sur certains sujets, et notamment des sujets d'innovation. Il est 19h01, on a 1 minute de retard, du coup je vous propose de conclure en vous remerciant pour votre attention et puis en vous montrant de manière extrêmement rapide les prochaines dates. N'hésitez pas à vous inscrire ou partager ces dates avec vos équipes. 16 juillet sur une séquence dans le même format que cette séquence d'aujourd'hui, focalisée sur premium et luxe abordable. 22 juillet, marque de création. Et puis en septembre, pour le coup, je pense que Franck vous a donné l'eau à la bouche pour pouvoir approfondir le 9 septembre le sujet culture, modèle marchandise et RSE, et puis le 11, valeurs clients, innovation et culture. Et à dessein, nous remettons 2 fois la culture parce que c'est un des axes qui nous semble absolument essentiel et qu'on a un petit peu effleuré aujourd'hui, mais qu'on souhaite approfondir dans les prochaines séances. Voilà, merci infiniment. Merci Igor, merci Franck, merci à l'ensemble des équipes projet. Pour ceux qui le souhaitent, on reste quelques minutes en ligne si vous souhaitez poser des questions, partager vos réactions. On serait très heureux de le faire avec vous. Merci à tous. Merci Clarisse. Bonne soirée. Clarisse, à bientôt. Merci. Alors, la présentation disponible sur le site du défi et le site de vos fédérations. Alors, Sylvie Verret, oui, je vous en prie. Vous pouvez ouvrir votre micro, hein. Tout le monde peut. Bonsoir Pascal, j'en profite pour saluer mes... Sylvie, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir votre micro et puis nous... Ah, pensez-vous que les entreprises vont faire appel à des consultants? Ben, je l'espère. Je l'espère. On se lève tous les matins pour ça. Plutôt que de créer des départements RSE. Votre question, c'est que si on veut accélérer sur le RSE, est-ce qu'on doit internaliser ou est-ce qu'on peut accélérer avec une approche experte qui vienne accélérer la réflexion et faciliter la mise en œuvre? J'imagine que c'est ça. Ouais. En fait, je pense que nous, on vit des configurations très diverses. Nous, ce qu'on retient quand même, et aujourd'hui, c'est un sujet d'abord qui doit absolument être gréé au niveau du dirigeant. Et quand je dis dirigeant, c'est l'actionnaire, le CEO, le comité de direction. C'est vraiment un sujet qu'il faut prendre par le haut. Et ça, moi, j'en suis archi convaincue. Derrière, qu'il y a une forme de remise en perspective, de réflexion. Alors,
faite par l'interne ou l'externe à la limite, mais qui pose les priorités, la façon dont on veut engager les équipes, qu'elles soient équipes de management ou équipes métiers, la façon dont on veut prioriser, est-ce qu'on s'axe plutôt sur une partie sourcing amont et co-conception ou est-ce qu'au contraire, ce qui nous intéresse, c'est l'upcycling, etc. Tout ça, c'est un vrai travail de réflexion et d'alignement d'un codir parce que je pense que un des facteurs clés de succès, c'est d'être conscient de ce que ça veut dire en termes d'équation économique. Après, dans la réalisation, là, pour le coup, plusieurs options sont possibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui ont été on va dire des agents transformateurs RSE dans certaines maisons qui sont devenus des consultants indépendants, qui permettent d'aller vite. Et puis, moi, je reste convaincue que si c'est un projet stratégique, à un moment, il faut quand même qu'il soit incarné en interne. Donc, il y a quand même cet enjeu à un moment de poser la responsabilité de cette transformation RSE sur quelqu'un qui incarne l'entreprise et qui est capable de porter aussi cette réflexion-là de manière très transversale. Donc, oui, ça vaut le coup d'avoir un catalyseur, mais si on veut cranter dans le temps et puis être capable de tenir aussi des positions pour éviter qu'à chaque coup de vent, on décélère, je pense que ça vaut le coup de mandater une personne sur ce sujet, j'insiste, qui n'est pas forcément dédié à ce sujet. Voilà. Moi, je trouve ça très intéressant de voir les profils des gens qui souvent portent la RSE dans les organisations. C'est souvent historiquement la direction qualité, avec ce que ça a de très... voilà. Je m'aperçois que de plus en plus, on a aussi des casquettes, des mandats qui sont portés aussi sur des fonctions plus orientées clients, marketing, digital. Ce qui est intéressant parce que ça fait le lien aussi avec la façon dont on a envie de le promouvoir auprès des clients finaux. Il y a d'autres options où c'est auprès des RH. C'est extrêmement variable. Mais je dirais que le plus important, c'est à qui on dépose le mandat de penser RSE et de diffuser RSE dans toute l'organisation. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors, Gildas. Oui, je suis d'accord avec toi, Gildas. Je ne pense pas que la culture de l'actua se soit perdue. Je pense même que le Covid va booster le sourcing de proximité. Moi, ce que j'ai pu observer, je suis d'accord avec toi et en même temps, pas totalement. Moi, je trouve, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on a pu relever, notamment avec Igor, sur des projets vraiment focalisés sur ces questions de refonte modèle marchandise, c'est que la culture de l'actua s'est perdue. Moi, je trouve que, et on a malheureusement beaucoup d'équipes achats qui se sont fait enfermer très ou trop facilement dans la réalisation d'objectifs de marge brute et très orientées sur de l'engagement long terme. Alors, la bonne nouvelle, et comme tu le soulignes, c'est que la crise, elle a quand même, pour le coup, réactivé ou en tout cas activé un vrai changement. Et nous, on a pu observer, comme par hasard, en l'espace de 3 semaines, il y a plein d'enseignes et de marques qui se capaient avec un taux de proche import à 10-15% qui, comme par hasard, ont basculé au-delà de 30%. Donc, oui. Avec un potentiel risque d'embouteillage, d'ailleurs, sur les bassins de proche import. Donc, oui, ça se réactive et c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour des équipes dont le métier se réinvente et qui leur demande d'être beaucoup plus puissants dans le raisonnement et la prise de décision et la façon de lire la performance de leur collection et qu'on arrête de lire la performance d'une collection uniquement à l'aune d'une marge brute. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est une bonne nouvelle aussi pour les bassins de proche import, que ce soit au Maghreb, je pense au Maroc en particulier, qui fait un formidable travail de repositionnement de sa proposition de valeur, mais également en France, où je pense qu'il y a beaucoup de choses à réinventer, quel que soit le segment de marché. Je pense qu'il y a notamment une réflexion en cours, en tout cas sur lequel je pense qu'il y a des voies de réinvention qui sont extrêmement intéressantes. Et tout ça, c'est quand même un moins mais mieux qui apporte plus de valeur, moins de volume, moins de résiduel. Et je reviens sur la remarque de Franck, beaucoup plus de sens pour les équipes. Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper. On est sur une filière qui a besoin aussi de regagner en fierté. Et ça, c'est un vrai axe, sans aucun doute. Et encore une fois, d'ailleurs, c'est une thématique qu'on voyait monter depuis au moins 2 ans ou 3 ans. L'IFM fait son séminaire de fin d'année et à chaque fois, on interroge les distributeurs à ce sujet et on sentait la vague monter. Clairement, là, on est sur une accélération de ce mouvement.
Et ce que je trouve intéressant, enfin moi en tout cas ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est ce que tu évoquais Franck, c'est que, et les meilleurs du monde, il ne faut pas se tromper, c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils font depuis des années, c'est quand même aborder cette question du sourcing, que ce soit du proximité ou pas d'ailleurs, sous un angle extrêmement partenarial, c'est-à-dire co-traitance, partage de carcasses, booking matière, plan pluriannuel. Et je pense qu'on a aujourd'hui, à l'échelle du monde, un nombre d'interlocuteurs industriels qui sont vraiment d'une grande qualité, qui couvrent quand même beaucoup de champs de technicité, de créativité, de responsabilité, et qui sont des vrais partenaires qui font progresser les marques. Il ne faut pas se tromper. Enfin, moi, je pense que sur ce champ-là, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités formidables pour les marques. Beaucoup d'opportunités. Voilà. Est-ce que, Gildas, tu souhaites rajouter quelque chose? Non, non, merci, c'est parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Je t'en prie. Dernière question, et puis on vous quitte et on se dit à très bientôt, j'espère. Ok. Merci beaucoup, et puis à très très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.